Le Buzomètre, ce sont les rumeurs ou actus qui ont le plus buzzé du côté de la planète Apple et du côté du site Mac Forever. Et en l'absence de Didier cette semaine, c'est Christophe de Grave de The Side qui va s'en occuper. Salut Christophe, comment ça va depuis tout à l'heure? Super bien, écoute, je vais super bien et super bien aussi. Je suis super content d'animer ce Buzomètre pour la première fois. Il faut que tu le mettes sur le même profil que Didier. Comme ça? Voilà. Ou comme ça? Voilà, c'est comme ça, je ne sais plus. Et effectivement, d'abord, le premier point, c'est le HomePad. Alors, il paraîtrait qu'on va potentiellement avoir un HomePod avec un écran, ça on le savait déjà, une caméra qui va se fixer au mur. Ça se confirme. Ça se confirme, et puis surtout avec une technologie, en fait, parce que c'est vrai que Apple, tu vois, fait des dépôts réguliers de brevets. On pourrait avoir une caméra qui pourrait nous reconnaître au niveau du visage, par exemple. Une sorte de Face ID bis? Oui, une espèce de Face ID, mais plus évoluée encore, parce que en plus de ça, en plus de voir effectivement notre visage, le HomePad pourrait aussi reconnaître notre corpulence, notre façon éventuellement de nous déplacer, etc. Oui, c'est ça. Olivier, t'as grossi encore. Ok, super. Merci, HomePad. Et donc, ce qui serait chouette, tu vois, c'est que grâce à cette nouvelle technologie, ça permettrait au HomePad de vraiment contextualiser les usages pour la maison et puis éventuellement de te reconnaître et de se dire, je mets toute la maison en rose. Au niveau de l'éclairage. Voilà. Donc ça, c'était pour le HomePad. Est-ce que vous croyez à cette rumeur, les amis, du côté de la visioconférence, du côté de Bordeaux ou de la région parisienne, de l'arrivée d'une version connectée, un HomePod avec écran? Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, il aurait un système d'exploitation qui soit dédié. Ce ne serait pas un iOS ou un iPadOS, forcément, sinon ce serait le prix d'un iPad et ce serait compliqué de vendre un iPad pour mettre en registre, pour concurrencer avec ça va être très compliqué s'ils mettent un iPad. Qu'est-ce que vous pensez de cette rumeur? Moi, je t'avoue que je suis assez perplexe par ça, parce que c'est pas un appareil vraiment fait pour le son, d'après ce que je comprends de Gurman. Ouais. Parce que ça, et puis le coût serait quand même élevé, hein. On l'a vu ce que ça a donné quand ils ont voulu faire le HomePod. Donc c'est un truc qui a pas beaucoup de son, l'écran est tout petit. Ils veulent être au milieu de la pièce, mais ils parlent de bureau, je crois, et puis de chambre. Enfin, il y a déjà tellement de. C'est un écran de contrôle de toute ta maison connectée, en gros. L'idée, c'est ça, un peu comme je sais plus comment il s'appelle, le bureau d'Amazon. Dans le bureau, avec un truc 6 pouces, alors qu'il y a des iPads. Enfin, c'est quoi ce bordel? Fâche-toi, mais fâche-toi. Ils savent pas quoi. Ils ont un peu de mal en ce moment en termes de vision. Franchement, là, si c'est vrai, parce qu'ils parlaient de sortir ça quand pour le printemps, en plus. Ouais, ce serait pour 2025. Qu'est-ce que tu en penses, Nico, de ton côté? Je crois en effet que ça va arriver. Mark Gurman est bien renseigné. Il y a toutes les raisons du monde de penser que ça va arriver. Personnellement, en étant quelqu'un très dans la maison connectée, avec tout connecté chez moi, j'ai hâte. Je suis vraiment la cible de ce produit, donc j'ai envie d'avoir ça à la maison. Par contre, commercialement, je n'y crois pas une seconde. Je vois pas comment ça peut être bien positionné. Le vrai problème, c'est le petit écran. Les gens aiment les grands écrans et le fait de faire un petit écran qui globalement va reprendre l'interface du mode en veille de l'iPhone, pour moi, c'est tueur en vente. Donc même positionné, admettons, à 99 € avec des accessoires pour le déplacer dans la chambre, dans la cuisine, sur le mur. Je pense que c'est un produit de niche encore plus que le HomePod et je doute que ça fonctionne. Mais je suis très content si ça existe, ça va faire du bien pour contrôler mes lumières. Soyez au rendez-vous, car comme chaque année, en fin d'année, début d'année prochaine, on vous proposera 2 émissions spéciales sur la maison connectée dont refait le Mac. On enchaîne avec l'autre rumeur de la semaine. Exactement, l'assistant, tu sais, l'assistant virtuel de chez Apple, s'y rigole pas. Et Oh putain, je vous laisse, je m'en vais. C'est pas possible. Non, j'arrête cette émission, c'est terminé. On va effectivement parler de Siri et surtout, en fait, tu sais, Siri, on lui parle, mais parfois il comprend pas, parfois il nous dit de regarder sur le web, très souvent en fait, pour faire plaisir à Stéphane. Ouais. Et c'est la réalité. On voudrait tellement que Siri devienne un vrai assistant virtuel comme un LLM, tu vois. Devienne ChatGPT, quoi. Devienne un peu ChatGPT et vraiment qu'on puisse avoir des interactions avec lui. Alors, ça va arriver. Apple nous dit ce sera possible avec Apple Intelligence. Ah ouais? Mais le truc, en fait, c'est qu'il y a de fortes chances que ce soit présenté, tu vois, du côté de septembre 2025. Ah oui. Pour arriver en bloc en 2026. Ouais, donc clair, la migration, Nico, elle va se faire quand même par étage de fusée vers Apple Intelligence. Quand on voit ça va prendre du temps pour rattraper Google ou rattraper OpenAI.
Ouais, on le savait. Après, il y a eu quand même une partie triche qui est l'intégration de ChatGPT avec iOS 18.2, qui fait que même si tu n'as pas un modèle Apple, Siri va quand même répondre aux questions compliquées à partir du mois d'avril en France. Donc, moi, je pense que le problème n'est pas forcément préoccupant pour les utilisateurs, mais il confirme qu'Apple a pris beaucoup de retard sur l'IA générative. Oui, ça c'est clair. Le virage a été loupé, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire, on dirait ça. On parle de l'iPhone. Oui, et de l'iPhone 17, et puis de toutes ses variantes, entre autres l'iPhone 17, l'iPhone Air, qui pourrait éventuellement voir le jour, donc qui serait un iPhone qui serait plus fin, plus mince, mais qui ne disposerait pas de téléobjectif et éventuellement qui n'aurait pas non plus de haut-parleur. Ouais, à cause de la finesse. A priori, à cause de la finesse, parce que tu sais, tu connais le système du téléobjectif, ça prend quand même une certaine place dans le téléphone, dans le smartphone. Ça fait une petite épaisseur bien sympathique. Voilà. Exactement. Donc ça, ce serait vraiment pour l'iPhone 17 côté Air. Et puis après, pour l'iPhone 17 Pro, il troquerait, tu vois, le matériau qui est le titane aujourd'hui. Ouais. Par de l'aluminium. Alors là, on peut se poser... Retour en arrière, alors. C'est un truc de fou. En fait, ça serait sans doute un retour en arrière. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le titane est plus résistant que l'aluminium. Ça fait pas de doute. Ouais. Mais par contre, l'aluminium permet plus de dissipation thermique. Donc ça, c'est cool. C'est le défaut de l'iPhone 15 l'année dernière, l'iPhone 15 Pro. Et il est plus léger également. Donc, pourquoi pas, tu vois. De toute façon, j'ai confiance en Apple. Je pense qu'ils vont prendre le bon matériau pour l'iPhone. Fred ou Nicolas, le fait qu'il n'y a aucun signe qui montre qu'Apple veut aller vers des téléphones qui puissent se plier, qui est quand même une tendance qui commence vraiment à décoller dans le monde Android. Oui. Ça, je trouve que c'est un petit peu dommage de ne pas aller vers ça. Mais en même temps, ils ont tellement de boulot au niveau logiciel pour intégrer Apple Intelligence dans toutes les applis que franchement, ils ont intérêt à bosser surtout sur ça. Ouais. Parce que ils font des claquettes. Et franchement, le client, de toute façon, il n'y a pas de succès. Moi, je travaille pour un opérateur, tu le sais. C'est une niche. Ça fait quand même, on fête la 6e année. C'est très bien. Je n'ai rien contre le client et c'est vraiment très, très bien qu'ils fassent leur boulot. Mais c'est une niche de chez niche. Je veux dire, on nous avait, je ne sais pas si tu te rappelles, Nicolas, mais je crois à la 2e série, on nous avait dit, ça va être la rupture. Il va y avoir une bascule. Apple va devoir agir parce que c'est fini maintenant. Et en fait, 7 ans après, le constat est que ça représente moins de 10%, peut-être 5% des ventes au niveau monde. Donc, on ne peut pas dire, même si c'est une fausse bonne idée, je pense. Voilà. Le pliant, c'est très bien, mais pour une niche, c'est pas généralisable. Un petit iPhone pliable, moi, je signe de suite. Il est bien. Ah ouais? Ouais, c'est un produit que j'aimerais bien avoir. Ouais. Les téléphones pliants sont plutôt cool généralement, mais en effet, en termes de vente, certes, ça progresse, mais ça reste plafonné. Le truc, je suis convaincu que si Apple lance un téléphone pliant, c'est eux qui vont prendre le marché. Ils vont être premiers. Ils sont ceux qui sont le mieux positionnés sur le haut de gamme, donc ça peut marcher. La question, c'est est-ce que c'est dans ton intérêt, quand tu es Apple et que tu domines le marché du smartphone haut de gamme avec l'iPhone, de te concurrencer toi-même en légitimant le pliant? Et pour moi, si Apple lance un iPhone pliant, ils ouvrent la porte à des transitions vers Samsung, vers les concurrents qui ont d'autres form factors. Donc, pour eux, c'est peut-être dans l'intérêt, tant que l'iPhone fonctionne, de travailler sur la techno, de faire des iPhones super fins qui utiliseront les mêmes batteries qu'un éventuel produit pliant et de ne pas y aller de suite. Stéphane, toi qui as adopté le côté obscur de la force coréen, je dirais, tu signes pour un iPhone pliable. On sait que... je répète encore et encore, le seul défaut des appareils que j'ai pu tester, c'est qu'ils n'avaient pas iOS. Ouais. Voilà, je le dis juste et je répéterai, iOS est tellement en avance, modulo l'Apple Intelligence, mais ça c'est autre chose. Mais voilà, on a nos habitudes, il y a l'écosystème, il y a tout, quoi. Voilà, donc c'est ça qui est important. Et ça, c'est... vous voyez, on parle de toutes ces années d'avance qu'a Apple sur l'écosystème par rapport à Android. Même si Android rattrape un peu le retard en s'inspirant énormément. Quand on a énormément d'avance, les autres, ils peuvent raber. Ils n'y arriveront pas. C'est ça que je veux répéter. Et sur l'IA, là, on voit, c'est l'effet inverse là, qui est en train de se passer. Voilà. Mais bon. On parle des AirPods avec un S. Oui, effectivement. Et des AirPods Max, tu sais, c'est le casque audio de Apple avec sa dernière version sortie il n'y a pas longtemps et ses couleurs et...
ses couleurs et ses couleurs. Et la clé, le port USB-C. Port USB-C, oui. Et le port USB-C. C'est ça, le port USB-C. Bah oui, effectivement, et merci l'Europe pour ça. Mais effectivement, les gars, si on réfléchit 2 secondes, on se dit que les AirPods Max, ça fait un bout de temps qu'ils n'avancent plus et qu'ils ne sont plus mis à jour et que finalement, Apple ne semble pas tellement y travailler. Il y a même une régression. J'ai vu une vidéo de Pepe Garcia l'autre jour qui disait que on ne pouvait même plus utiliser le port filaire pour avoir le son en haute résolution. Ce qu'on pouvait faire avec le Lightning, avec l'adaptateur Lightning Jack. Là, on ne peut plus brancher en jack depuis qu'il est passé l'USB-C. Donc, c'est même une régression. Mais donc, en fait, effectivement, il y a pas mal de rumeurs autour du fait que Apple pourrait laisser tomber les AirPods Max. C'est bizarre parce que moi, j'espère pas de trop parce que le produit est fragile. J'ai beaucoup vu dans les rues. Moi, je crois que ça, dans les rues, il dit rien. C'est un succès fou. Moi, ça m'étonne cette rumeur. Vous y croyez, les amis, sur Teams ? Ce serait dommage. Le produit, en effet. Le produit fonctionne mieux qu'au début parce qu'il y a eu pas mal de tendances, que les jeunes l'ont adopté, que du coup c'est quelque chose qu'on voit en effet de plus en plus dans les grandes villes. Mais je pense que le fait qu'Apple le renouvelle cette année en gardant l'ancienne puce, en ne passant pas aux mêmes nouveautés que sur les AirPods Pro, ça veut tout dire. C'est révélateur du fait que s'il y avait eu matière à renouveler le produit, à changer le design, aller un petit peu plus loin, il l'aurait fait. Maintenant, ils jugent que c'est pas nécessaire. Je pense aussi que l'activité Beats leur suffit sur les casques et que l'AirPods Max est surtout un produit étendard qui montre qu'Apple est positionné sur les casques. Donc malheureusement, et vraiment je dis malheureusement parce que c'est un produit que j'aime bien et que j'aurais aimé voir s'améliorer, je pense que en effet il n'y aura pas de nouveau de AirPods Max 2 avant très longtemps, voire jamais. Fred ? Ouais, moi, c'est un petit peu pareil. Je pense qu'ils vont le renouveler, mais je pense qu'ils en ont pas besoin. Ça se vend bien. Et ils ont déjà, en plus on le voit, ils peuvent laisser très très longtemps les produits rester tels quels pendant plusieurs années sans les renouveler. C'est la façon de fonctionner par Apple. Ils ont pas forcément de chef produit, d'ingénieurs dédiés sur des produits qui vont travailler tous les ans sur un produit pour le renouveler. Donc j'ai pas trop d'infos par rapport à ce que fait Apple par rapport à ça, mais ça m'étonne pas plus que ça. Qui laisse tomber parce qu'ils ont fait tellement de mal ça se vend, aux leaders du marché. On pense à Bose notamment avec l'arrivée des AirPods en général. Et puis ensuite, toutes les déclinaisons de la gamme, ils ont besoin de garder, de marquer leur territoire sur un marché. Et bien sûr, ils ont Beats, mais c'est plutôt Beats, moi, qui me pose des questions quant à l'avenir au sein d'Apple. Mais on verra, on relèvera les copies d'ici 2025, voire 2026. On parle d'Apple Intelligence en Chine. Oui, effectivement, j'ai tendance à dire en fait que pourtant l'intelligence artificielle, sauf pour Apple, c'est pas chinois. Ouais. Et là c'est de pire en pire. Et là, pour le coup, effectivement, il y a Je vais faire ma lettre de démission. Il y a un énorme problème pour Apple, en fait, tu vois, de déployer le futur Apple Intelligence. Parce que dans Apple Intelligence, il y a quoi, Olivier ? Il y a ChatGPT, tu vois, qui est là, qui est quand même un concurrent américain, et la Chine. Eh ben, elle n'aime pas tout ça, en fait. Surtout que tu vas fournir plein d'informations à ce fameux, à cette fameuse intelligence artificielle. Et ça, la Chine, elle l'aime pas. Elle a son pare-feu chinois. Elle aime voir ce qui se passe sur le territoire. C'est moteur de LLM. Mais oui, voilà, exactement. Elle a envie de savoir en fait ce qui se passe sur avec les différentes interactions au travers de l'intelligence artificielle. Et pour le coup, Apple est en train de se poser les questions de savoir est-ce que finalement il ne faudrait pas faire ton shopping localement, tu vois, avec effectivement peut-être un LLM plus local et peut-être pas adopter ChatGPT pour la partie chinoise. Et pourquoi pas Mistral pour l'Europe alors à ce rythme-là ? Ben pourquoi pas, effectivement. Et d'ailleurs peut-être que l'Europe va l'imposer à un moment donné, tu vois, comme tu choisis ton navigateur, tu pourrais éventuellement choisir ton intelligence artificielle. Nico, Fred ? La Chine a raison. Elle joue ça depuis très longtemps. Moi, je le vois chez les opérateurs télécoms. Je travaillais pour un opérateur télécom international. Elle nous obligeait à avoir des data centers en joint venture avec eux où ils pouvaient consulter les routeurs, etc. Ça a toujours été le cas. Donc, ils continuent sur l'intelligence artificielle. En plus, ils sont bons. Par contre, je ne crois pas du tout que l'Europe l'impose. Peut-être que l'Europe travaille sur une autre façon. Elle est capable d'imposer très bien un port USB-C, mais
Et je pense pas qu'elle soit capable d'imposer. Comme l'a dit Christophe, elle sait quand d'ailleurs sur les mises à jour, on doit toujours reconfirmer que l'on souhaite avoir Safari en browser. Un navigateur par défaut. Un navigateur par défaut, pardon. Ce sera pareil pour tout. Hein. Dès qu'on utilise un truc extérieur, peut-être on va nous proposer différents moteurs. Hein. Voilà. Ouais, après ça m'étonnerait. L'intelligence a été conçu pour ça. Il a été conçu pour accepter ce truc dès le départ. Donc, je pense que l'Europe a pu s'influencer Apple de se dire je dois dès le départ prévoir une API pour m'interfacer avec d'autres moteurs LLM. Mais ça, c'est pour l'externe. Le moteur interne d'Apple Intelligence, il est quand même d'Apple. Hein. Oui, mais il est en local, il est censé être en local. Ça va être compliqué avec les Chinois. Pas que, on va en parler tout à l'heure. Et le Mac Mini n'y est pas étranger. On tease un petit peu. Petite réaction de Nico sur Apple Intelligence en Chine et peut-être l'ouverture à d'autres LLM qu'OpenAI. Fred a raison quand il dit que Apple Intelligence a été conçu avec l'ouverture dans l'esprit d'Apple. Non pas que ce soit la volonté d'Apple d'être ouvert généralement, mais le fait de pouvoir configurer ChatGPT sous cette forme et non pas un service intégré avec la probable ouverture à Gemini en début d'année prochaine, tout ça, ça ouvre complètement la porte à une mise en conformité avec les demandes européennes si elles proposent qu'il y ait différents moteurs IA. Maintenant, le cas de la Chine est différent parce que c'est pas juste une question de souveraineté et de serveurs, c'est une question de censure. Et une IA à qui on demande est-ce que le régime chinois est autoritaire, si elle répond oui, et la Chine n'est pas d'accord. Donc là-dessus, je pense, je vais raisonner purement égoïstement en tant qu'Européen. Personnellement, tout ce qui m'importe, c'est que le service arrive dans l'Union européenne et qu'on trouve des solutions pour que les Européens aient accès aux mêmes services que les autres pays. Et la Chine, qui a toujours été un territoire particulier, je la laisse gérer ses problèmes. J'aimerais que ce soit différent, mais malheureusement, c'est comme ça. Ça montre aussi que malgré que Tim Cook est sur la main sur le cœur sur l'histoire de privacy, et c'est le principal argument d'Apple aujourd'hui pour se positionner différemment de ses concurrents, et bien la plupart des gens qui regardent cette émission, dans tous les sondages que l'on fait, on demande est-ce que la privacy c'est un truc qui vous intéresse, et tout le monde nous dit non. C'est quand même paradoxal. Dès qu'il s'agit de la Chine, on met un petit mouchoir sur cette volonté-là de conserver les données personnelles, du moins pour l'utilisateur chinois, ce qui est assez paradoxal, effectivement. Merci Christophe pour ce magnifique... Avec plaisir. Magnifique, oui. J'aurais voulu en fait faire un busomètre plus court, un espèce de buso centimètre, mais c'était pas possible. C'est une catastrophe. Une catastrophe. Elle était bonne. Elle est pas mal. Et pour le reste, on a hâte de retrouver Didier la semaine prochaine dans le prochain busomètre. Donc il faudra que Didier fasse des blagues maintenant. Non.